Deux, trois chaises, cherchez bien sur les côtés. Il va falloir penser à élargir le côté de la gare. Ok, ben, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce café des sciences de la rentrée. Je vous remercie à tous d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir à voir. On est aujourd'hui sur une présentation qui va parler du climat, du changement climatique en Guyane avec une équipe de 4 spécialistes ici. Vous avez beaucoup de chance. D'habitude, on a 1 ou 2 intervenants. Aujourd'hui, on double la mise. Ils ont l'air inquiets. Ils sont inquiets. Alors, bien climat, je vais sortir mes petites notes parce que ça m'a l'air quand même d'une complexité redoutable, mais on compte sur ces personnes pour vulgariser le propos ce soir. Donc, c'est une étude qui va mesurer l'impact du changement climatique sur différents paramètres physiques en Guyane. Vous entendez? Oui? Non? Ça va. Bon, ok, parfait. Plus fort? Au fond? Bon, désolé. Alors, on va étudier notamment le changement climatique sur les évolutions du niveau de la mer, des températures, des précipitations, des vagues et des vents sur le territoire guyanais et les conséquences de ces changements. Donc, c'est basé, si je ne dis pas de bêtises, sur des modèles globaux, on peut dire ça, et ça a été adapté au site guyanais, différents sites guyanais, notamment le littoral, mais pas que. On va voir ça plus tard. Alors ici, j'ai le plaisir d'avoir Thierry Lebon, Rémi, à ma gauche, chercheur dans le domaine du climat et des risques côtiers, au BRGM d'Orléans, donc en France hexagonale. Il est docteur en physique de l'atmosphère moyenne. On a Dana Maurizio, par ici, chercheur en risque d'érosion et submersion, également au BRGM de Bordeaux. Maurizio a un doctorat en modélisation probabiliste de l'évolution du trait de côte. Si vous avez des questions sur le trait de côte, n'hésitez pas. À sa gauche, Patrick Ranson, météorologue à Météo France Guyane, depuis une trentaine d'années sur le territoire. Voilà. Et à côté de moi, François Longueville, ingénieur géologue sur les risques côtiers au BRGM Guyane, donc le bureau de recherche de géologie et des mines. Pas de bêtises, ça va, les géosciences. Doctorat en physique de la... formation de géologie et chef de projet sur le projet Guyane Climat. Le climat sera aussi la thématique de la fête de la science en Guyane qui arrive bientôt. C'est un événement qui va rassembler plus d'une 60aine de projets sur tout le territoire guyanais, aussi bien sur le littoral à Cayenne qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, et également sur l'intérieur, donc à Camopi, Maripasoula, à Papaichon, avec le parc amazonien, notamment sur l'Atlas de la biodiversité communale. Donc je vous invite après ce soir, évidemment, pas tout de suite, hein, sortez pas vos téléphones, mais à vous rendre sur le site fêtedelaScience.fr et vous pouvez faire une recherche sur la région Guyane et vous aurez l'intégralité des actions proposées avec les heures, dates et endroits des événements. Donc tous les événements sont absolument gratuits et dédiés à tous les publics. Alors il y a certains événements dédiés aux scolaires, mais souvent c'est spécifié. On aura une inauguration au totem de la Canopée des Sciences le mercredi 16 novembre. Alors si vous n'êtes jamais passé nous voir, ce musée, c'est un tiers-lieu culturel, scientifique et numérique. Autrement dit, un grand bâtiment où vous pouvez regarder des expositions, participer à des ateliers scientifiques, comme un micro-laboratoire, un musée numérique, faire de la réalité virtuelle. On a beaucoup de projets de médiation scientifique au totem. Et pour le mercredi 16 novembre, retenez cette date de 14h à 18h. Oh, on a gagné en volume, vous m'entendrez désormais beaucoup plus fort. Donc 3 expositions autour de la réserve naturelle des Nouragues, avec laquelle on a un projet assez conséquent de remettre à jour un camp d'accueil pour les publics. Donc je ne sais pas si vous situez la réserve des Nouragues, c'est sur la commune de Regina. Il faut partir de Regina, faire 4 heures de pirogue et vous atterrissez sur la plus grande réserve naturelle terrestre en France. Et à l'intérieur de cette réserve, il y a un camp qui s'appelle le camp de la Rataille qui est en train d'être réouvert et à côté duquel on est en train de construire des outils de médiation scientifique à destination de tout le territoire de Guyane et tous les publics. Donc voilà, c'est un projet assez ambitieux qui est en train de se faire.
Donc on passe par la réhabilitation de Carbet, par la création d'expositions comme vous allez voir pendant la fête de la science. On fait également, vous avez peut-être vu actuellement il y a un concours de dessin pour les jeunes enfants, un peu ici même, jusqu'au 26 novembre, donc jusqu'à la fin de la fête de la science. C'est pour la mise en place d'un sentier botanique sur la réserve des Nouragues, donc ce sera un sentier évidemment ouvert au public. Alors, ouvert au public, soyons d'accord, tout le monde ne pourra pas venir en même temps comme au Rorota, vu qu'il faut 4 heures de pirogue, donc on comprenait bien que l'accès sera bien plus délicat. Et voilà, donc un concours de dessin dédié aux moins de 18 ans. La semaine prochaine, mercredi à 16h au Totem, on aura un atelier autour du design graphique. Alors, quel rapport avec la science, me direz-vous? Aucun. Mais en fait, on a un musée numérique qui s'appelle la Microfolie, qui consiste à valoriser le patrimoine de France, hexagonal, mais aussi de Guyane et de toutes les régions de France et du monde, en fait. La Microfolie, c'est donc un musée dans lequel vous pouvez voir des chefs-d'œuvre grâce à des médiateurs de talent qui vont vous faire partager un peu leur amour de la culture artistique, patrimoniale. Et vous avez aussi l'occasion de découvrir des créateurs de Guyane. Donc on a déjà accueilli dans la Microfolie monsieur Olivier Copin, qui est dessinateur de bande dessinée, qui a fait un ouvrage sur l'histoire de la Guyane. On a déjà eu monsieur Marvin Yamb, réalisateur de films, de courts-métrages, qui est également peintre. On a eu vraiment beaucoup de personnes, je ne vais pas vous faire toute la liste, parce que ça risque d'être extrêmement ennuyant. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on va parler de pictogrammes guyanais et de design graphique, de communication globale. Donc voilà, ce sera de 16h à 18h mercredi prochain, et nous serons le 26 octobre, ici. La fête de la science, donc je récapitule, du 10 au 27 novembre. Inauguration Totem avec 3 expositions autour des Nouragues le 16, mercredi 16. Et on aura aussi, j'ai oublié d'en parler, le traditionnel village des sciences, ce sera sans doute présent le BRGM. Le village des sciences à l'université de Guyane. Donc là, on va rassembler un maximum de porteurs de projets. Et vous pouvez venir avec vos enfants, vos amis, en famille, c'est ouvert à tout le monde. Et voilà, ce sera l'occasion de profiter d'une belle journée avec plein de laboratoires, de chercheurs, d'institutions, d'associations pour comprendre en fait les enjeux des règlements climatiques qui est la thématique de la 31e édition de la fête de la science. Voilà, j'ai fini pour le blabla. Ça va être au tour de... Et ça va être au tour de François. Alors François, je vais lancer ton PowerPoint. Je parle très bien anglais. Alors, est-ce que ça fonctionne? T'as pas de micro, François? Allô? Oui, c'est bon, ça marche. Alors, je vais prendre la petite... Oh, magnifique. je te donne la commande. Si vous voulez rebondir, je sais pas, entre vous, je donne un micro. Exactement. Donc merci beaucoup pour votre attention et très bon café des sciences. N'oubliez pas qu'à la fin, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc si vous en avez une, vous la gardez au coin de la tête. Voilà. Merci à vous. Les deux volumes de micro, c'est bon. Je vais commencer. Il y a déjà une grosse présentation sur l'introduction, donc je vais aller assez vite là-dessus et après je vais passer la parole à Rémi assez rapidement. Mais donc voilà, on va vous présenter, comme a dit très bien Bernard, les résultats du projet Guyane Climat avec les différentes spécificités. On va directement passer dans le sujet avec Rémi qui va présenter les changements à l'échelle globaux et après on ira plus dans le détail. Alors il y a un pointeur, mais il y en a aussi 12 en même temps. Je vais faire avec les doigts. Vous remarquez, il y en a un qui est incohérent et les autres le sont. Donc, voilà, bonjour à tous, enfin bonsoir, c'est un lieu particulier, c'est super sympa d'être ici. Donc on clôt notre tournée Guyane Climat pour cette semaine ici, donc c'est convivial et c'est sympa. On avait quelques réunions un peu plus musclées, donc là c'est sympa. C'était sympa avant aussi, hein, mais peut-être un peu plus formel, disons. Donc voilà, un slide assez rapide, juste pour rappeler d'où vient le changement climatique et quels sont ses symptômes, et qui a un peu motivé la genèse du projet Guyane Climat. Donc là, je vous montre un schéma assez simplifié de l'atmosphère et de la surface terrestre. Donc c'est sorti dans un papier en 2016. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est que
l'énergie de la Terre, elle vient quasiment uniquement du Soleil. Et c'est le moteur en fait de notre système climatique. Et le problème, c'est que cette énergie, elle est absorbée par la Terre et après elle doit être réémise parce que sinon, en permanence, ça chaufferait, et la Terre serait invivable. Donc en fait, le bilan énergétique fait que l'énergie qui rentre va être égale à l'énergie qui sort. Donc l'énergie qui sort, c'est la flèche ici grise que vous avez. Et le problème en fait qui est lié au réchauffement climatique, c'est que vous avez des gaz à effet de serre, donc le carbone, enfin le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote et le méthane principalement, dont les émissions augmentent et donc la concentration augmente dans l'atmosphère. Et donc en fait, ces gaz piègent la sortie, donc le rayonnement infrarouge qui devrait sortir au sommet de l'atmosphère, et donc c'est ça qui crée un déséquilibre énergétique au sommet de l'atmosphère. Et en fait, ce déséquilibre énergétique, c'est la cause principale du réchauffement climatique qu'on vit. Et donc en fait, le système, lui, doit s'adapter à ce déséquilibre énergétique. Et donc la plus grande partie de ce déséquilibre énergétique, donc 93%, est absorbée par les océans. Donc en fait, les conséquences directes que nous on voit et que vous avez tous entendu parler, c'est deux choses très simples. C'est l'augmentation de la température à la surface du globe. Donc là, ici en haut, vous avez un graphe. J'espère que c'est assez gros. Mais c'est 5 jeux de données différents, produits de manière indépendante par différents groupes de recherche sur le climat. Et ici, vous avez le temps, donc depuis 1850 à nos jours. Et en fait, tous les jeux de données donnent la même conclusion, c'est que vous avez une augmentation de la température. Et ça, c'est une conséquence du réchauffement climatique due à l'augmentation des gaz à effet de serre. L'autre chose qu'on voit également à l'échelle globale et qui va nous intéresser plus aujourd'hui, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Parce qu'en fait, je vous expliquerai un peu pourquoi, mais il y a une augmentation du niveau de la mer. Et donc ici, vous avez un graphe de l'élévation du niveau marin depuis 1900 jusqu'à nos jours, donc quasi plus d'un siècle. Et donc on voit qu'on a eu une augmentation de l'ordre de 25 cm depuis le début des années, depuis le début du 20e siècle. Donc là, c'est le niveau marin qui est en millimètres, et donc ça, c'est mesuré typiquement, c'est des données qu'on obtient grâce à des marégraphes. Et il y a des marégraphes, notamment en Guyane, et on va vous montrer les résultats de ces marégraphes. Donc ça, c'est des choses qui sont très globales, mais finalement, pour nous, pour vous, c'est global. Donc finalement, si on vous dit 1 degré de plus, bah, je mets un pull, enfin j'enlève mon pull, et puis c'est bon, ça règle le problème. Donc en fait, le changement climatique, c'est quelque chose qui est très régionalisé, et c'est tout l'intérêt de ce projet Gaïa Climat. Donc en fait, par exemple, régionalement, vous allez avoir des fontes de glace, vous allez avoir aussi des augmentations des sécheresses, l'augmentation des inondations, et des événements extrêmes. Et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les aléas côtiers et les changements de paramètres physiques sur le territoire de la Guyane. Donc je redonne la parole à François. Donc oui, donc exactement, c'est ça, c'était d'essayer de partir à l'échelle globale et de voir quel est l'impact du changement climatique à l'échelle du territoire et également le petit pointeur. Et donc également l'impact du changement climatique sur différents paramètres physiques. Il faut bien imaginer en fait que cette étude, c'est un premier socle. On n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions que l'on peut avoir sur l'impact du changement climatique, mais c'est vraiment un premier socle de connaissances sur lequel on va s'appuyer, et dans le futur on va s'appuyer pour pouvoir répondre encore à une échelle un peu plus petite sur tous une panoplie d'impacts qu'on va vous détailler un petit peu plus tard. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est ça, c'est l'objectif du projet était de caractériser l'impact du changement climatique sur différents paramètres physiques qui sont l'élévation du niveau marin, les précipitations, la température, le vent et les vagues. Et on va s'intéresser à quelques impacts qui sont la submersion chronique, on va détailler un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est, et également aussi d'autres impacts sectoriels de l'énergie ou sur l'eau également. Donc ce projet, donc, les partenaires techniques, donc ceux qui ont produit de la donnée sont le BRGM et Météo France, et sinon les différents financeurs ont été principalement l'État avec la DGTM, également l'AFD, et ensuite viennent deux autres financeurs qui sont l'ADEME et l'Office de l'eau. Donc si on s'intéresse à l'élévation du niveau de la mer, je donne la parole à Rémi. Et après c'est fini. C'est mon volet. Donc évolution du niveau de la mer, donc en fait le projet c'était de faire des projections du niveau de la mer à l'échelle de la Guyane. Donc on avait des projections globales et maintenant c'est vraiment à l'échelle de la Guyane. Mais avant de commencer de parler de la Guyane, je vais retourner aux projections globales. Et en fait la question qu'on peut se poser c'est, là il y a eu un rapport du GIEC qui est sorti en 2021 où il montre des projections très détaillées à l'échelle globale. Et on pourrait se demander, il y a des gens, on a l'impression qu'ils découvrent qu'il y a une augmentation au niveau de la mer. Et donc en fait,
Je suis allé regarder dans la littérature et en fait l'IPCC, donc le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, ça fait longtemps qu'ils font des projections du niveau de la mer. Et donc le rapport de 1990, donc il y a plus de 30 ans, il faisait déjà une projection de niveau de la mer. Alors c'était beaucoup plus spartiate que maintenant, hein, en gros, vous avez ici leur projection, donc ça part de l'année de référence de la sortie du rapport, 1990, vous avez l'évolution en centimètres, et donc ils ont fait 3 estimations, une estimation médiane, donc c'est vraiment celle qu'on imagine la plus probable, et puis 2 estimations un peu plus exotiques, une estimation forte qui prend en compte des incertitudes et des fonds plus importants par exemple, et une estimation basse. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils projetaient pour maintenant, qu'est-ce qu'ils projetaient pour 2020. Et donc ils montraient qu'en fait, il y avait une augmentation entre 8 et 20 cm à l'échelle globale. Et si on regarde les observations, finalement, ils n'avaient pas tellement tort. Parce que on voit sur les observations ici, donc c'est une reconstruction du niveau de la mer à partir des marégraphes globaux. Donc ça, c'est pour les années 1900 jusqu'à nos jours. Et on avait une augmentation en fait de 11 cm entre les années 1990 et 2020. Donc en fait, la fourchette d'incertitude que donnait le GIEC était tout à fait bonne. On est bien dans les estimations du GIEC qui ont été faites il y a 30 ans. Donc ça veut dire qu'on était capable de faire des estimations de projection de niveau de la mer. Et peut-être que déjà à l'époque, ça aurait dû réveiller un peu les consciences. Et donc pour revenir sur cette... donc vous voyez qu'ici c'est très lisse, cette projection, mais la réalité est un peu plus complexe. Et vous voyez que c'est plutôt une route un peu cabossée, avec des plateaux et avec des accélérations. Et notamment on voit une accélération depuis les années 1990. Et en fait ce que vous avez ensuite, c'est les différentes contributions. Donc en fait cette augmentation en début du siècle est plutôt due à des fonds de glaciers et les fonds du Groenland. Et ensuite, vous avez une accélération ici qui est plutôt due à une expansion thermique et également toujours des fonds de glaciers et des calottes polaires. Et là, vous avez un plateau en fait qui est intéressant à voir. Et ça fait pas très longtemps qu'on connaît ce plateau. Hein. Ça fait moins d'une dizaine d'années qu'on a réussi à voir ce plateau grâce à des méthodes statistiques un peu développées. Et en fait, ce plateau, il est dû à une augmentation des barrages à l'échelle de la planète. Donc, on a augmenté le revenu d'eau sur la Terre et ce qui a fait baisser le niveau de la mer. Enfin, qui a fait que l'accélération de l'augmentation a diminué. Donc ça montre que c'est vraiment sensible à beaucoup de paramètres. Et donc, voici tous les paramètres qu'on prend en compte quand on veut faire des projections du niveau de la mer. Donc vous avez évidemment l'expansion thermique, c'est-à-dire l'océan. La quantité de chaleur dans l'océan, elle augmente, et du coup ça entraîne une augmentation de la densité. Vous avez également, je l'ai déjà cité, mais des fonds des glaciers de montagne. Donc c'est les glaciers qui sont vraiment sur le continent, mais également dans les périphéries des régions polaires. Et des calottes de glace du Groenland et de l'Antarctique, où là vous avez une grosse réserve de glace, donc qui potentiellement pourrait être un énorme contributeur à l'élévation du niveau de la mer. Des eaux souterraines, donc finalement les eaux souterraines, les eaux sur la Terre, de l'eau liquide qui est transférée depuis la Terre jusqu'à l'océan, contribuent à ces modifications du niveau de la mer, et c'est ce que je montrais juste avant avec le projet global de barrage. Et localement, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le niveau global, le niveau régional, mais c'est le niveau qui est vraiment relatif. C'est vous à la côte, quand vous avez les pieds sur le sol, quel niveau de la mer voyez-vous? Et bien c'est le niveau de la mer relatif, et donc il faut prendre en compte en plus les mouvements verticaux du sol, qui ne sont pas forcément d'origine climatique, mais qu'il ne faut pas ignorer parce que, par exemple, à Manille, vous avez une très forte subsidence. Donc si vous ignorez ça, vous aurez complètement faux dans vos projections. Et donc, comment on fait pour faire toutes ces projections? On utilise... on somme toutes ces contributions, on utilise des modèles climatiques. Donc là, j'ai fait un schéma, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai récupéré sur Internet, mais c'est un schéma très... Enfin, c'est vraiment comment est fichu un modèle climatique, mais en juste un slide, donc ça va être assez court. En gros, ce que vous avez, c'est une grille 3D, longitude, latitude, avec un corps dynamique qui marche plutôt sur le 2D, et vous avez des paramétrisations physiques sur la verticale. Et donc, en fait, à l'intérieur d'une boîte d'un modèle de climat. Donc le modèle de climat il couvre l'ensemble de la Terre, plus les océans, et il s'étend dans la haute atmosphère, et que certains modèles de climat ont une résolution qui couvre la haute atmosphère jusqu'à presque 150 km. Et donc en fait, à l'intérieur de ces boîtes, comme la maille est très large, vous avez des mailles de 100 km à 500 km de largeur, donc en fait vous ne pouvez pas résoudre un nuage par exemple dans une maille de 100 km, ça ne va pas marcher, parce qu'il faut résoudre des tout petits processus pour un nuage, et le modèle est complètement aveugle à ce type de problème. Donc en fait, ce qu'il vous faut, c'est faire des paramétrisations physiques à l'intérieur de ces mailles. Et donc typiquement, vous allez devoir résoudre les équations de transfert radiatif. Donc c'est ce que je vous montrais au tout départ, là, la grosse flèche jaune avec la grosse flèche grise qui s'en va. Tout ça, c'est dans le modèle. L'advection, donc ça c'est plutôt le corps dynamique, mais après vous allez avoir aussi tous les transferts de mouvement et de chaleur entre l'océan et l'atmosphère. Vous allez avoir la convection évidemment, qui est un moteur très important aussi,
de la dynamique climatique. Et donc à partir de ces modèles de climat, comment on fait des projections du niveau de la mer, donc un modèle de climat, il faut savoir qu'il n'a pas de composante glaciologique, parce que c'est beaucoup trop lourd en temps de calcul. Donc il a une composante océan, une composante atmosphère, un peu de glace de mer, et parfois de la chimie. Et quelques autres, en fonction des groupes mondiaux, on a des disparités entre les modèles. Mais en aucun cas, on peut faire tourner un modèle de glacier en même temps qu'un modèle de climat, c'est beaucoup trop cher. Donc ce qui se passe en temps de calcul. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, à partir des modèles de climat qui sont utilisés par le GIEC et qui sont développés par des groupes mondiaux de recherche sur le climat, on va avoir directement la contribution océanique. Donc on va prendre en compte l'expansion thermique des océans, et localement, il va falloir aussi prendre en compte les changements de dynamique océanique. Donc ça, ce sera donné par le modèle. Mais ces modèles, ils vous donnent aussi la température, les précipitations. Vous allez pouvoir utiliser ces sorties de modèles pour forcer des modèles de glaciologie, et alors, indirectement, vous obtiendrez des contributions de masse du type glacier et calotte. Et également des modèles hydrologiques qui vont vous permettre, par exemple, de vous donner des estimations des retenues d'eau ou de changements d'eau dans les nappes souterraines. Et enfin, je disais, il faut aussi prendre en compte les mouvements verticaux du sol. Et donc là, vous avez une photo du GPS de Kourou. Donc c'est typiquement, on va utiliser les stations GPS permanentes qui sont grillées à différents endroits sur la Guyane. Alors il n'y en a pas des masses, mais on peut quand même avoir une estimation des mouvements verticaux du sol. Et donc, pour faire des projections, on a besoin de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les scénarios qui sont utilisés dans le cadre du GIEC, ce sont des scénarios, donc le dernier rapport, ce sont des scénarios, en fait, alors je vais dire en anglais, c'est Shared Socio-Economic Pathways, et en français, ça dit des trajectoires socio-économiques partagées. Et donc, en fait, vous utilisez ces scénarios que vous combinez à des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir faire des projections climatiques. Donc typiquement, on va s'intéresser à 3 types de scénarios. Le scénario moyen, qui est à peu près ce qui est en train de se passer et qui continue. C'est le SSP2 qu'on nomme aussi RCP 4.5. Donc avec des émissions qui sont intermédiaires mais qui continuent à augmenter. Avec des mesures d'adaptation et des mesures d'atténuation, mais pas trop non plus, c'est pas tellement vertueux, donc c'est pile au milieu. Vous allez avoir un scénario qui est très fort, donc avec une très très forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'on brûle tout ce qu'on peut. En revanche, on a une très très forte technologie qui fait qu'on va pouvoir avoir une très très forte atténuation de ces effets-là. Donc en gros, ça compte sur on a un développement économique qui est très important et on brûle tout, mais en même temps on est super malin et du coup on arrive à résoudre tous les problèmes. Donc c'est assez peu probable, mais il faut toujours le considérer parce que c'est un des scénarios au plus fort impact. Et enfin, un scénario très vert, donc un scénario type COP, accord de Paris, donc c'est très, très improbable aussi, parce qu'on sait qu'on ne suit pas du tout ces trajectoires, mais quand même, il faut le considérer, donc c'est si tout le monde devenait totalement vert et qu'on arrêterait de prendre l'avion et compagnie, donc, ce qui n'est pas non plus envisageable en ce moment. Et voilà, il faut les considérer parce que ce sont des scénarios un peu extrêmes. Et donc, voici un exemple de projection que vous obtiendrez, donc là c'est la température globale avec ces scénarios, donc dans le passé vous avez les projections. Enfin, vous avez les résultats de modèles qui sont historiques. Donc, vous voyez ici, il y a des petits sauts, enfin des petites baisses de température à certains endroits. Et en fait, ça correspond aux éruptions volcaniques de très grande ampleur. Et ensuite, c'est parti pour les projections. Donc, en fonction de ces différents scénarios, vous allez avoir une augmentation de température qui diverge. Et ce qu'on voit bien, c'est que si on est totalement vert, on aurait une augmentation de moins de 2 degrés à l'horizon 2100, qui ensuite redescendrait. Si on continue à être au milieu, donc c'est SSP2, c'est la courbe jaune, on atteindrait plutôt 3 degrés Celsius, c'est plutôt ce qui nous attend a priori. Et si vraiment on commence à tout brûler, bah là on pourrait assez vite atteindre plus de 5 degrés à l'horizon 2100, ce qui n'est pas tellement souhaitable, mais qu'il faut considérer quand même. Et donc, une fois qu'on a tous ces modèles, on va faire des projections. Mais souvent, ce qu'on nous oppose comme argument, c'est oui, mais vos modèles, de toute façon, ils font n'importe quoi, vous les tunez, vous faites un peu ce que vous voulez avec, ce qui n'est pas faux. Mais on les tune pour qu'ils puissent représenter un climat en fait qui ressemble au climat terrestre. Et donc la question c'est, on a tous ces modèles qui existent, qui font des simulations historiques, et est-ce que nous, déjà, avec nos méthodes pour projeter le niveau marin, si on fait des reconstructions historiques mais avec nos modèles, donc qui ne seront absolument pas contraints par les observations, est-ce qu'on arrive à retrouver le niveau marin qui est observé? Donc ça c'était la première étape du projet Guyane Climat sur le niveau de la mer. Donc en fait vous avez ici un graphe qu'on a obtenu pour le projet, donc ça compare les observations avec les modélisations et des reconstructions historiques indépendantes. Donc la reconstruction historique indépendante, elle est ici en jaune. Les résultats des modèles, c'est en noir, donc on peut remonter jusqu'au début du siècle 1900.
Et ensuite, en violet, vous avez les projections les observations du marégraphe d'Ille-et-la-Mer. Donc il y a plusieurs marégraphes qui opèrent en Guyane, mais celui-là en fait c'est celui qui a la chronique la plus longue, qui remonte le plus loin dans le temps. Donc c'est plus facile de l'utiliser pour comparer à des données de modèles. Et en fait ce qu'on voit très très bien, c'est que la reconstruction que l'on a, qui est en noir, épouse parfaitement l'accélération, donc reproduit très bien l'élévation du niveau de la mer, mais également son accélération. Et donc on a un très bon accord entre une reconstruction avec le modèle et avec les observations du marégraphe qui est situé à Ille-et-la-Mer. Donc c'est assez intéressant de se dire qu'on prend des modèles globaux et qu'on compare avec un marégraphe et que ça marche très bien. Et donc vous voyez qu'on a une élévation de 2,5 mm par an sur la période 1980-2015, et en fait depuis 1993 on a une accélération de cette élévation, et donc c'est aussi quelque chose qui est observé à l'échelle globale. Donc maintenant qu'on a validé les modèles, et ben on peut essayer de faire des projections avec ça. Et donc vous avez ici les résultats des projections du niveau de la mer en Guyane au XXIe siècle, selon deux scénarios que je vous montre ici. Enfin, trois scénarios. Donc il y a le scénario, disons au milieu de la route, le RCP 4.5, qui correspond à une augmentation de température d'environ 3 degrés d'ici la fin du siècle. Et donc ce que vous voyez, c'est une augmentation qui tournerait autour de 50 cm, avec une incertitude, cela étant, qui est assez forte, parce qu'il y a plein de processus qu'on ne comprend pas, il y a aussi de la variabilité interne à prendre en compte. Donc vous avez une incertitude quand même assez forte qui explose en fait petit à petit. Et maintenant, si on prend le scénario où on brûle tout, et ben là on arriverait plutôt à environ 85 cm en estimation médiane, avec une incertitude qui est très forte et qui notamment est dissymétrique, c'est-à-dire que l'incertitude vers les hautes valeurs est plus grande que l'incertitude vers les faibles valeurs. Et maintenant on a considéré aussi un autre scénario qui lui est beaucoup plus hasardeux, mais en fait qui est possible. C'est un scénario, on a une très faible confiance dans sa faisabilité, et on n'espère pas qu'il se passe. Mais compte tenu des résultats de modèles et des processus que l'on connaît, ça pourrait arriver. Donc il faut voir ça vraiment comme le scénario du pire. Et donc ce scénario, il donne une augmentation de plus de 2 mètres à l'horizon 2100. Donc plus de 2 mètres, ça commence à devenir très significatif. Mais encore une fois, c'est un scénario qui est probable et qu'on ne peut pas exclure. Enfin, qui est très improbable, pardon, mais on ne peut pas l'exclure. Il faut le voir comme ça. Et donc la synthèse des projections qu'on a fait dans le cadre de GUA Climat, donc ici vous avez à l'horizon 2050, donc dans 30 ans, à l'horizon 2100, donc à la fin du siècle, et la comparaison avec le niveau de la mer globale. Et au-dessus, vous avez les trois scénarios, donc un scénario à faible émission, un scénario moyen que j'ai montré, le bleu, le scénario fort et le scénario du pire. Et donc en fait, ce que vous voyez, c'est qu'en 2050, donc c'est dans 30 ans, on a à peu près tous les scénarios qui sont d'accord pour montrer une augmentation d'environ 25 cm. Donc c'est-à-dire qu'en 30 ans, on gagnerait de toute façon 25 cm d'élévation du niveau de la mer, et ces 25 cm, c'est égal à l'élévation du niveau de la mer entre 1900 et nos jours. Donc, on a attendu 120 ans pour avoir 25 cm, et là, en 30 ans, il est fort probable que l'affaire soit réglée. Maintenant, si on regarde en 2100, là, il commence à y avoir des divergences entre les différents scénarios. Donc vous voyez une élévation assez proche pour les deux scénarios RCP 2.6 et 4.5, de 46 cm et 54 cm. Et par contre, pour les scénarios à plus forte émission, comme je vous disais, c'est 84 cm. Et enfin, le scénario très fort de plus de 2 mètres, il faut considérer qu'on ne peut pas exclure. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les projections de la Guyane sont très très proches des projections à l'échelle globale. Et en fait, ça vient du fait qu'on est très très loin des zones sources, donc on est très très loin de l'Antarctique et du Groenland. Et en fait, c'est à cet endroit-là qu'on attend le maximum de réponses de la fonte de ces calottes. Donc, je vous ai parlé du mouvement verticaux au départ, et là, je ne les ai pas considérés dans ces projections parce que je me concentre uniquement sur le climat, mais il faut également les prendre en compte. Et en fait, ce qu'on a pu voir en analysant les GPS permanents, c'est qu'à Kourou, il semblerait qu'il y ait plutôt une subsidence, mais ce n'est pas très robuste, et que s'il y avait une subsidence, au maximum, elle ferait 2 mm par an. À Cayenne, il semblerait qu'on soit plutôt dans une région où il y a une surrection, c'est-à-dire la Terre localement qui s'élève, et qui pourrait aussi être de l'ordre de 2 mm par an. Mais tout ça, c'est pas tout à fait robuste. Donc ce qu'on s'est dit pour la suite, c'est qu'on va faire des scénarios qui considèrent cette subsidence, et on va regarder différents scénarios pour faire notamment l'analyse des submersions chroniques à marée haute. Et donc on a considéré 3 scénarios, parce qu'on ne peut pas faire une analyse complète de toutes les incertitudes, c'est assez difficile, hein, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de calculs. Par contre, on peut faire des scénarios. Donc on a fait un scénario bas, qui prend la partie basse des incertitudes, ce que vous avez à gauche, et qui en plus de ça, considère qu'il y a une surrection.
Un scénario médian, qui est le scénario finalement le plus probable, qui prend la médiane et qui considère que les mouvements verticaux sont stables. Et enfin, un scénario haut, donc là qui regarde le sommet, enfin la partie haute des incertitudes, et qui en plus considère que le sol s'affaisse. Et donc je vais passer là, pour voir les résultats en termes de submersion, je passe le chronique, je passe la parole à François. Donc oui, donc nous là maintenant on va passer au volet 2 qui s'intéresse à un des impacts qui est elle sur les submersions chroniques. Alors, avant tout, qu'est-ce que c'est une submersion chronique? La définition que l'on donne, c'est vraiment que c'est une inondation des zones basses sur le littoral ou sur les cours d'eau, et c'est lors de la marée haute et en période météorologique calme. C'est ce dernier point qui est assez intéressant et qui est très important dans la définition, c'est qu'il ne faut pas confondre les submersions chroniques avec les submersions marines. Les submersions marines, c'est souvent lorsqu'on a des coups de mer ou lorsqu'on a ce qu'on appelle une surcôte atmosphérique, donc c'est lorsqu'on peut avoir des tempêtes. On peut avoir une élévation locale du niveau d'eau qui va entraîner par franchissement des différents plaquets de mer une inondation derrière. Là, on n'est pas dans ce cas-là, on est vraiment sur une inondation chronique, donc c'est une inondation liée à la marée haute et en conditions météorologiques calmes. Donc pour pouvoir cartographier ces différentes submersions chroniques à l'échelle locale, on a utilisé une méthode qui est assez générale, qui est présentée là, c'est déjà on a identifié les conditions de niveau d'eau à marée haute. Donc c'est tout ce qui est représenté sur le bleu clair au niveau de ce schéma. On a combiné ces conditions de niveau d'eau à marée haute avec les projections du niveau marin moyen, qui vous a été présenté précédemment par Rémi. Et après, on a comparé ça avec des modèles numériques de terrain. Les modèles numériques de terrain, ça représente vraiment la topographie, c'est vraiment le X, Y, Z en chaque point du littoral et de la zone que l'on regarde. Donc c'est en combinant ces trois paramètres que l'on a pu cartographier les zones basses qui sont potentiellement soumises à la submersion chronique. Et pour pouvoir caler ces cartographies, on a fait d'abord un travail préliminaire qui s'intéressait à recenser les événements historiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est on est allé voir les élus, les communes, les communautés d'agglomération, les services techniques, les services de l'urbanisme, l'ODEC, le Grand Port Maritime, etc. Et en fait, l'idée était de leur demander est-ce que sur le territoire, ils ont déjà observé un phénomène de submersion chronique? On a eu plusieurs réponses, par contre c'était toujours assez difficile de bien discerner la différence entre une inondation liée à une submersion chronique ou une inondation liée à la pluie ou liée à une submersion marine, etc. Donc on a eu plusieurs retours avec des fiabilités des retours qui étaient assez inégales, mais on en a retenu 10. Et un notamment, c'est celui qui est présenté à ce niveau-là. Ça a été en 2020, donc c'est récupéré après des discussions avec la CACL, où en gros ils nous ont pu nous montrer une photo qui nous a permis de bien détailler, de bien documenter qu'est-ce que la submersion chronique au niveau du village chinois. Donc c'était au niveau du canal Losat et canal Melon, c'était vraiment l'intersection entre les trois, où cette zone-là, elle connaît de manière régulière, et en discutant aussi avec ceux qui habitent sur le coin, ils connaissent de manière régulière, à marée haute, en période de temps calme, des phénomènes de submersion chronique. Donc une fois qu'on avait ces événements historiques qui nous permettent de caler ensuite la méthode, on a essayé de s'intéresser aux différents MNT, modèles numériques de terrain. Le problème en Guyane, c'est qu'on n'a pas de modèle numérique total de l'ensemble du littoral. On n'a pas un MNT continu sur l'ensemble du littoral. Donc on s'est intéressé à trois sites retenus dans le cadre de l'étude, qui est le site de Cayenne, le site de Kourou et le site de Mana. Ces trois MNT ont des dates différentes, ont des résolutions différentes, mais en gros, c'est le Cayenne, on a 1 mètre de résolution, il date de 2015, Kourou 50 cm, il date de 2015, et Mana, c'est lui, il date de 2017, et on a 50 cm également aussi de résolution. Je passe la parole à Mauricio. Et donc, pour pouvoir évaluer, identifier surtout les zones qui sont exposées à l'aléa de submersion chronique, au-delà des MNT que François a présenté, on a eu besoin de déterminer le niveau total d'eau en proximité des sites d'intérêt qu'on a étudiés dans Guyakina. Et donc, pour faire ça, surtout dans la région de la Guyane, on a combiné le niveau moyen de la mer avec les niveaux maximaux de marée journalière, c'est-à-dire les niveaux de marée haute, qu'on a obtenus pour les sites d'intérêt et qui ressemblent quelque chose comme ça, quand on va regarder la donnée. C'est-à-dire, c'est des
des marées hautes qui varient dans le temps, soit à l'échelle saisonnière, mais aussi entre les différentes années. Et donc, ce n'est pas évident de déterminer le niveau max de marée en cycle déterminé. Et donc, on a utilisé ces données pour pouvoir, on a dû représenter ces données de manière un peu plus synthétique à travers une courbe qu'on définit, courbe de probabilité de dépassement, que ça ressemble à quelque chose comme ça, et qui nous dit, par exemple, pour un certain niveau d'eau, par exemple 1 mètre, on a une probabilité de dépassement de ce niveau d'eau de 150 jours par an, par exemple. Ensuite, on a donc, comme j'ai anticipé, combiné ces probabilités de dépassement de niveau d'eau avec le niveau moyen de la mer, en utilisant les projections qu'il y a décrites un peu tout à l'heure. Et on a obtenu, pour différents horizons temporels, des niveaux totaux d'eau avec une certaine probabilité d'être dépassés. C'est-à-dire que si on va à extraire cette distribution à l'horizon temporel du 2050, on aura une probabilité de dépasser les 2 mètres de 0 jours par an. Alors que si on va extraire la même distribution en 2080, on aura une probabilité de dépasser ces niveaux de une vingtaine de jours par an. On a aussi, avant de pouvoir faire des projections d'exposition à la submersion chronique, on a validé notre méthode en regardant ce qui s'est passé pendant l'événement de octobre 2020 qui a décrit tout à l'heure François, et en comparant notre donnée de MNT, du modèle numérique de terrain. Et je vous laisse François présenter les résultats qu'on a obtenus. C'est moi qui ai la lourde tâche de présenter les cartes, savoir si votre maison va être dans l'eau ou pas. Donc, en gros, on a fait cet exercice-là pour les 3 cycles, comme je vous disais, Cayenne, Kourou, Mana. On l'a fait aussi pour tous les horizons temporels, 2050 et 2100, et pour tous les scénarios climatiques, donc RCP 2.6, 4.5, 8.5, que Rémi vous a présenté. Avant de rentrer plus dans le détail, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on a eu une hypothèse de travail, on a pris une hypothèse de travail qui était assez forte, c'était celle de dire que les ouvrages hydrauliques ont été considérés comme transparents. Donc les ouvrages hydrauliques, c'est l'ensemble des vannes écluses ou les clapets anti-retour que l'on peut trouver au niveau des différents canaux, aussi bien on a au niveau du canal Le Sat ou sur Kourou ou sur notre. On a pris en compte les incertitudes en faisant les 3 scénarios, les scénarios que Rémi vous a présentés, le scénario haut, le scénario bas, le scénario haut et le scénario bas, qui permettent de faire l'incertitude, le scénario médian qui est situé entre les deux. Les incertitudes sont prises, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est les mouvements verticaux, plus les incertitudes liées à la projection de l'élévation des niveaux marins. Et en fait, ce que l'on peut voir, et c'est l'un des premiers résultats qui est quand même assez intéressant, c'est que quand on regarde le littoral au niveau des côtes rocheuses, des côtes sableuses, etc., on voit qu'à l'arrière, on est peu exposé au risque de submersion chronique. Par contre, on voit que toutes les zones qui, elles, les zones basses qui sont potentiellement soumises à submersion chronique, sont elles situées le long des canaux, ou alors dans les zones basses que l'on connaît, les prairies, ou les marécages, ou les prairies. Donc si on regarde un peu plus dans le détail, donc, on retrouve de manière assez cohérente les résultats au niveau de Horizon 2050. On a à peu près les mêmes cartographies, il fait que l'élévation des niveaux marins pour l'ensemble des scénarios climatiques RCP 2.6, 4.5, 8.5 sont du même ordre de grandeur, donc on retrouve à peu près le même résultat. Par contre, on voit bien qu'en 2100, on a une divergence qui est quand même beaucoup plus importante. Il y a un autre point qui est important, c'est que là, donc, on est situé sur Cayenne, là il y a le canal Le Sat qui est situé là, il y a le canal Le Blanc qui est là, donc là on était dans la zone où on observe actuellement des submersions chroniques. Et on voit bien que l'importance des canaux, si on prend sur l'horizon 2050 par exemple, on voit que cette zone qui est basse, qui est située là juste derrière au niveau du village chinois, elle est soumise et elle est exposée aux submersions chroniques du fait que là il y a un petit franchissement au niveau du canal. Et donc c'est toute l'importance, et notamment pour les gestionnaires, d'avoir une bonne maintenance et un bon suivi
de l'ensemble des systèmes hydrauliques qui sont situés sur les vallées. Après, on voit quand même que, notamment sur cette zone basse, en 2001, la zone basse, elle est exposée pas que simplement par un accès au niveau du canal, on voit qu'elle est aussi beaucoup plus hostile au niveau du canal Levant. Donc en gros, il y a un autre exemple aussi, c'est au niveau du village Saramacca. L'intérêt de ces cartes-là, si on regarde donc le village Saramacca, on a eu des événements historiques en discutant avec la mairie. On a eu des retours comme quoi on avait de la submersion chronique à ce niveau-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le village Saramacca est une zone qui est potentiellement basse, mais elle n'est pas reliée directement à la mer. Et en fait, c'est ça ce qui est assez intéressant, c'est que pour le gestionnaire, ça lui permet d'identifier, et ces cartes lui permettent d'identifier déjà les zones qui sont vulnérables, et c'est sur ces zones-là où l'ensemble des moyens d'aménagement devront être mis en œuvre. Et donc là, c'était les pistes pour le futur, pour pouvoir améliorer en tout cas les cartes de submersion chronique. On pourrait prendre en compte l'état des ouvrages hydrauliques, donc en comparant, en faisant un recensement sur le terrain, regarder ceux qui sont en bon état, ceux qui fonctionnent ou non. Il y a également aussi ce qu'on n'a pas pris en compte dans le cadre de ces cartes-là, dans le cadre de ce projet-là, c'est les modèles hydrodynamiques sur les équipements. Donc ça, c'est une piste d'amélioration que l'on souhaite faire sur le futur. Et il y a un point aussi que je souhaiterais bien attacher, puisque c'est un message assez important, c'est que les modèles numériques que l'on vous a présentés, ils sont réalisés à un instant T. On peut imaginer que c'est vraiment une photographie à un instant T de l'évolution. Mais le littoral est quand même un littoral qui est mouvant, on a la dynamique des vents. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui sur la complexité de la dynamique côtière, mais en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a ces évolutions donc, topographiques naturelles, mais également anthropiques, puisqu'il y a les différents travaux, notamment sur le canal de Sète, dont j'en parlais tout à l'heure. Alors actuellement, il y a des travaux. Donc il est nécessaire d'avoir, et c'est un message qu'on veut aussi faire passer au niveau des décideurs, c'est qu'il est nécessaire d'avoir de la donnée assez régulière, notamment sur la LMT, pour pouvoir mettre à jour ces cartes régulièrement et appuyer les acteurs et les aménageurs. On va passer au troisième volet. Donc là, c'est le volet qui a été piloté par Météo France. Et je laisse la parole à Patrick. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Je vais bien rester assis à vous écouter encore, mais bon, en tant que météo, je crois que c'est mon tour d'aborder le volet météorologique de cette étude. L'évolution jusqu'à l'horizon 2100 de la température, de la pluviométrie, du vent et des vagues. Donc cette petite présentation, elle va se partager en deux parties. Dans un premier temps, je vais m'attacher à expliquer assez brièvement la méthodologie. C'est ça qui fait la qualité et la rigueur de cette étude. Et dans un deuxième temps, bien sûr, les résultats attendus pour la Guyane. Donc, je vais vous présenter rapidement la méthodologie qui a permis d'arriver à ces résultats. Les modèles globaux proposent des résultats climatiques à l'échelle de la planète, mais pour arriver à descendre à l'échelle de la Guyane, ces projections ne sont pas réalistes, elles ne sont pas adaptées. Il y a donc ce qu'on appelle une descente d'échelle. Mais avant d'arriver à cette descente d'échelle, on a un gros travail de sélection pour retrouver parmi un ensemble de modèles globaux. On part ici sur les 50 derniers modèles du GIEC pour arriver à sélectionner les modèles qui modélisent le mieux le climat de la Guyane. Une fois fini ce travail de sélection, on va calibrer les sorties de ces modèles avec les données d'observation, les longues séries d'observations climatologiques des postes des stations de Guyane. À partir de là, on réalise des projections dédiées à la Guyane. Donc je commence par la méthodologie avec l'important travail de sélection des modèles. On a ici, en axe vertical, représenté les latitudes, de moins 5 degrés nord jusqu'à 9 degrés nord. Et les trois courbes en gras modélisent la position tout au long de l'année de la ZCIT. La ZCIT, en fait, c'est
ces variations en latitude tout au long de l'année, je pense que vous savez tous que c'est ça qui détermine le cycle des saisons sur la Guyane. Ce cycle des saisons, il est représenté ici, avec le petit minimum qui correspond au petit été de mars, la grande saison des pluies, quand la ZCIT monte vers le nord, et ensuite sa redescente vers la Guyane pour se positionner à nouveau en décembre chez nous. Si on prend la latitude 5 nord, on voit bien, mois de mai-juin, la ZCIT sur la Guyane, et de nouveau en décembre. Donc, on a besoin de sélectionner des modèles qui arrivent à bien représenter ce cycle des saisons sur la Guyane. Tous les scénarios des modèles, c'est toutes les petites courbes, et en fait, on s'est rendu compte que la plupart des modèles proposaient un scénario peu réaliste, avec une tendance à situer la ZCIT bien trop au sud. La grosse courbe en bleu représente la moyenne des ensembles de modèles. La référence, c'est cette courbe. On est loin en dessous, donc on a réalisé un premier écrémage qui nous a permis d'éliminer tous les modèles qui situaient la ZCIT bien trop au sud. On arrive avec maintenant un petit panel de 8 à 10 modèles qui sont bien plus réalistes. La différence entre la réalité qu'on a là et la moyenne des modèles qu'on a gardés, on retrouve des courbes qui sont bien plus proches. On a donc déjà, après ce travail de sélection, un petit panel de modèles qui se rapproche plus de la réalité. Le travail de sélection s'est ensuite poursuivi avec la prise en compte du cycle ENSO. Le cycle ENSO, c'est les variations climatiques dont les deux phases, La Niña et El Niño, ont une grande influence sur le climat de la Guyane, notamment au niveau de la pluviométrie, avec les années El Niño un important déficit pluviométrique, alors qu'à l'inverse, quand on est en phase La Niña, c'est ce qu'on connaît actuellement avec plus ou moins d'influence, mais quand même depuis avril 2020, on est sous l'influence de La Niña, et il pleut beaucoup en Guyane. Donc on s'est attaché à vérifier que ces modèles qu'on a gardés représentaient bien le cycle ENSO, et la plupart des modèles ont validé ce test. La sélection s'est poursuivie, et pour poursuivre la sélection des modèles, on les a fait tourner rapidement pour voir ce qu'ils nous proposaient à l'horizon 2050 et 2100, pour voir comment ils évoluaient dans le futur. Et tous les modèles présentaient quand même une certaine cohérence entre eux, avec une tendance à l'assèchement, c'est ce qu'on retrouve en rouge dans la partie nord, et une humidification au sud. En fait, ce scénario, nous on l'interprète comme une descente progressive de la ZCIT vers le sud au cours du XXIe siècle. Donc tous les modèles étaient assez cohérents entre eux. On en a éliminé trois, parce qu'ils proposaient des projections uniquement au niveau mensuel, pas des projections journalières. Et par contre, par la suite, vraiment traiter ces données, on avait vraiment besoin de projections journalières, donc ces modèles ne nous permettaient pas une exploitation complète des données. Donc on en a éliminé 3 encore, et on a fini par garder 3 scénarios assez contrastés pour avoir un panel assez large. Et donc finalement, on s'est retrouvé avec 3 modèles. Un modèle que l'on qualifiait de chaud, il était un peu plus chaud que les autres, un modèle humide et un modèle tiède. Bon, ces notions sont tout à fait relatives parce qu'en fait, les 3 modèles ont tendance à être assez chauds et assez secs. Donc on a maintenant une sélection de 3 modèles. Ces 3 modèles nous permettent de réaliser les projections. Et donc on va commencer par les températures. Mais avant, je dirais juste un mot sur les scénarios retenus par Météo France, les scénarios SSP. Nous, on s'en est tenu aux scénarios 4.5 et 8.5. Les scénarios basés sur le développement durable et très vertueux, qui respecteraient les accords de Paris, n'ont pas été retenus au vu des trajectoires actuelles qui s'en écartent franchement. Donc nous, on a gardé le scénario médian et le scénario pessimiste. Sur tous les graphiques qui vont suivre, il faudra bien faire la différence entre les courbes en pointillés qui sont celles du scénario 4.5 et les courbes en trait plein qui sont celles proposées par le scénario 8.5. Donc là, ici, on a l'élévation des températures. À gauche, les températures maximales, à droite, les températures minimales qu'on observe en Guyane généralement au lever du jour. La hausse est assez nette, quasi linéaire dans les 2 cas.
Et comme le proposait le BRGM, on remarque que tous les scénarios, aussi bien le 4.5 que le 8.5, jusqu'à peu près l'horizon 2050, restent assez proches. C'est vraiment dans la deuxième partie du XXIe siècle que le scénario pessimiste 8.5 décroche pour arriver à une hausse des températures aussi bien maximale que minimale importante. Mais jusqu'à l'horizon 2050, les scénarios restent cohérents entre eux. Donc ces scénarios, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le résultat est quand même assez alarmant, avec pour le scénario 4.5 une hausse des températures maximales qui irait jusqu'à 2 degrés à l'horizon 2100, 3 degrés pour les minimales. On remarque toujours une hausse plus significative des températures minimales que maximales. Et pour le scénario 8.5, en revanche, les températures qui s'élèveraient pour les maximales jusqu'à 4 degrés, voire 4 degrés 5 pour les minimales. C'est une hausse assez conséquente. Je continue avec la pluviométrie. Bon, la pluviométrie, je vous l'avais dit, elle est fortement corrélée au cycle pluriannuel mais irrégulier qui alterne les phases El Niño et La Niña. Là, dans la phase historique, on voit bien que la pluviométrie, elle présente beaucoup d'oscillations. Dans la phase future, avec les projections jusqu'à 2100, on retrouve là aussi des oscillations. Mais quand même, si on regarde globalement, on voit bien un consensus entre tous les modèles et tous les scénarios, aussi bien le 4.5 que le 8.5, pour une atténuation des précipitations. On est dans les moyennes là. La variation de la pluviométrie annuelle, pour le scénario 4.5 à l'horizon 2100, elle serait de 3 à 25%. Pour le 8.5, on se situe dans une fourchette de moins 10 à moins 34%. Il faut aussi vraiment s'intéresser à la courbe de droite, qui, elle, nous présente la pluviométrie mensuelle moyenne tout au long de l'année. Là, on repère très franchement, la courbe noire en pointillé représente la période historique, le climat que l'on connaît en moyenne actuellement. On voit bien le cycle des saisons, avec le petit été de mars qui est bien représenté, le pic de précipitation qu'on observe en mai-juin avec la grande saison des pluies, une diminution progressive en arrivant au minimum de la saison sèche entre septembre et octobre, les prémices de la saison des pluies en novembre et la petite saison des pluies de décembre à janvier. Ce qu'on remarque, c'est que tous les scénarios et l'ensemble des modèles conservés montrent un assèchement plus particulièrement important pendant la période de février-mars. Cette saison qui actuellement n'a pas lieu tous les ans, qu'on retrouve certaines années mais pas tout le temps, qu'on appelle le petit été de mars, pourrait devenir bien plus intense dans l'avenir. On pourrait peut-être appeler ça à l'avenir le petit été de février-mars, voire même certaines années, on pourrait même l'appeler la petite saison sèche. La terminologie des saisons pourrait changer en Guyane. Une différence aussi importante, mais moins notable, parce qu'elle se situe dans une période très peu arrosée de l'année, entre septembre et octobre, on a déjà une pluviométrie normale qui est très faible. Mais la diminution, on ne s'en rend pas compte, mais là on a presque un rapport de 50%, voire 100% pour certains scénarios. Les saisons sèches du futur seront certainement plus sévères. Ces données, ces projections climatiques sur les précipitations n'ont pas été complètement exploitées. Il reste une masse de données encore à traiter. Et on pourra s'intéresser à l'avenir sur vraiment ces périodes d'assèchement assez nettes en janvier, février, mars, ou aussi pendant la saison sèche pour savoir vraiment quelle sera l'intensité des saisons sèches dans le futur. Il reste encore beaucoup de données qui n'ont pas été exploitées. Là, on vous pose les premiers jalons de cette étude. Il reste aussi, ces études complémentaires permettront d'éviter des raccourcis. On pourrait, si on veut résumer, quelqu'un pourrait être tenté de dire la pluviométrie va baisser, le risque d'inondation diminuera aussi. Ce sont deux choses complètement différentes. On ne compare pas des moyennes avec des extrêmes. Donc il reste un gros travail à faire. Les données sont là pour s'intéresser aux saisons des pluies du futur, savoir si on n'est pas à l'abri d'épisodes pluvieux conséquents encore. Le risque d'inondation, c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte, même à l'avenir. Des études restent à faire là-dessus. J'arrive maintenant au vent. Au vent, le signal est un peu plus complexe, puisqu'il y a
un des modèles, on voit qu'il présente toujours une courbe qui reste horizontale, qui ne présente pas d'évolution majeure. Mais là encore, le consensus est moins net, mais il est là, entre la plupart des modèles, qui situent tout de même une augmentation du vent moyen sur la zone littorale. Actuellement, le vent moyen que l'on observe en région côtière, il se situe autour de 9 km/h. Bon, il est quasiment nul la nuit et il atteint 25 à 30 en saison sèche, 25 à 30 km/h en saison sèche sur le littoral. Mais là, on parle du vent moyen, 9 km/h actuellement. Mais à l'horizon 2100, selon les scénarios, on pourrait aller jusqu'à 11 km et demi. Ça a l'air de rien, mais ça représente une augmentation qui dépasse les 20%. Et en termes de gisement éolien, c'est quelque chose de très important. C'est peut-être une des bonnes nouvelles de cette présentation. Maintenant, je vais vous présenter, mais brièvement, un impact un peu plus précis. Les calculs pourront être repoussés dans d'autres domaines. Il y a plein de calculs à réaliser ou d'études complémentaires à faire à partir de toutes ces données climatiques. Mais là, c'est un exemple précis. On s'est intéressé, dans le futur, au nombre de jours chauds. Ce qu'on appelle une journée chaude, c'est une journée où la température dépasse 32,4. Sur le littoral, on en connaît quelques-unes, mais c'est quand même pas systématique. On est plutôt dans une moyenne de 2 par mois actuellement. Mais on se rend compte que dans le futur, selon les scénarios, on pourrait arriver jusqu'à 25 jours selon le scénario pessimiste, plutôt 1 jour sur 2 selon le scénario médian, de journées chaudes. En ce qui concerne les nuits chaudes, ce qu'on appelle une nuit chaude, c'est une nuit où la température minimale se situe au-dessus de 24 degrés. On voit que le nombre de jours, le nombre de fois par mois où on observe des nuits froides, actuellement il est de 2 par mois. Mais à l'horizon 2100, pour le scénario médian ou même pour le scénario pessimiste encore plus, on n'aura pratiquement que des nuits chaudes à l'horizon 2100. Carrément 30 nuits chaudes par mois, c'est-à-dire l'ensemble du mois en nuits chaudes à l'horizon 2100. Cette notion de jour chaud et nuit chaud, ça nous relie aux besoins en climatisation, bien sûr. Les besoins en climatisation, ils sont calculés sur la base de l'écart par rapport à une température de 25 degrés. Et on voit que les besoins de climatisation, qui étaient encore assez faibles dans les années 80, ont déjà bien augmenté à l'horizon 2020, actuellement. Ils vont continuer à augmenter de manière linéaire selon le scénario médian, mais les besoins vont carrément exploser avec le scénario pessimiste. Un dernier mot sur l'évolution des vagues. On s'intéresse principalement à la... Là, je m'approche de votre domaine, je vais essayer de ne pas déraper. On s'intéresse principalement à la période hivernale. Et en fait, à l'horizon 2100, la hauteur des vagues va diminuer et leur période aussi. Quand la hauteur des vagues diminue et la période aussi, on peut conclure que l'énergie des vagues va diminuer en période hivernale. Et c'est un raccourci, mais c'est réel. On s'attend à ce que les épisodes de longue houle de nord soient à l'avenir moins fréquents et moins intenses. Les épisodes de longue houle de nord, pour ceux qui s'en rappellent, c'est 2013, la route des plages envahie par des gros cailloux. Une très longue houle de nord avait déferlé sur les plages. Voilà. Ce phénomène devrait se raréfier et être quand même moins intense que par le passé. Voilà, je suis au bout de ma partie. Je passe la relais à François. Merci. Donc oui, donc là moi je vais terminer. Je vais terminer cette présentation avec les conclusions et aussi les perspectives. Alors, tout d'abord, en conclusion, on a montré, on a travaillé sur les facteurs et sur quelques impacts. Sur les facteurs, c'est la première partie, c'est au cours du XXIe siècle, à l'échelle du territoire guyanais, on va avoir l'élévation du niveau marin qui est proche des estimations globales. On va quand même avoir une élévation du niveau de la mer. On va avoir des hausses de température, une diminution significative des précipitations, comme on vient de vous présenter, le renforcement également de la vitesse des vents et la diminution de la hauteur des vagues et de l'énergie des vagues.
Donc ça va avoir quelques influences sur les impacts. On a quelques impacts que l'on a identifiés, les premiers impacts que l'on a identifiés. Donc l'augmentation des zones basses exposées aux submersions chroniques, l'intensification des nuits et journées chaudes, la multiplication des jours secs, la raréfaction des jours de forte pluie, et tout ça entraîne aussi sur d'autres secteurs, comme le secteur énergétique, une augmentation des besoins en énergie, comme par exemple sur la climatisation. Ce qu'il faut retenir aussi au niveau de cette étude, donc c'est un premier socle, c'est exactement ce que je vous expliquais au tout début, c'est un premier socle de connaissances sur les paramètres physiques. À la suite de ça, il faut que l'ensemble des acteurs publics, mais également aussi des acteurs scientifiques, des bureaux d'études, etc., s'approprient l'ensemble de ces valeurs quantifiées sur ces paramètres pour pouvoir détailler d'autres impacts encore plus spécifiques. Et il y a un point aussi qui est important, c'est que tout ce qu'on vous a présenté, on a fait les cartes notamment de submersion chronique, on s'est arrêté à 2100, mais ça ne va pas s'arrêter à 2100. Il va y avoir une continuation de ce changement climatique. Et si on prend l'exemple du niveau marin, on est sûr, on a une certitude, que le niveau marin de 2 mètres sera atteint. Pour vous présenter, on est sûr qu'il sera atteint à l'échelle de la Guyane. La question est le quand. Le quand, on ne peut pas répondre, et tout dépend des politiques qui sont mises en place, et aussi, si on a des politiques qui sont vertueuses en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on va avoir ce 2 mètres qui sera atteint le plus tardivement, mais inversement, si on a des politiques qui sont pas vertueuses, donc ça veut dire qu'on va avoir une augmentation et une continuation d'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre, on va avoir ces 2 mètres qui vont être atteints assez rapidement. Et sur d'autres secteurs d'activité, les conséquences sur d'autres secteurs d'activité, il faut bien avoir conscience que les conséquences sur le long terme, elles sont multiples. Elles n'ont pas été étudiées dans le cadre de Bulle Climat, mais il faut les étudier, il faut continuer de travailler en ce sens-là. Sur l'évaluation du niveau marin, on a parlé de submersion chronique, mais il va y avoir aussi des problèmes d'aménagement, il va y avoir aussi des problèmes en termes de salinisation des zones humides, donc c'est-à-dire qu'on va avoir de l'eau salée qui va venir sur les zones humides et donc qui vont avoir un impact sur les écosystèmes dans ces zones-là. La sécheresse va amener aussi du bon impact. On a parlé de l'énergie, mais il y aura aussi l'énergie, puisqu'on avait parlé de petits sauts, qui alimente par actuel en électricité la Guyane. Si on a des niveaux bas au niveau de petits sauts, on pourrait avoir des problèmes d'un point de vue énergétique. On pourrait avoir aussi ce qu'on a déjà connu, sur la Guyane, c'est les difficultés d'acheminement de matières premières sur les sites isolés le long du fleuve. On a déjà connu ça par le passé. Le risque, c'est que c'est ça ce qu'il faut continuer à étudier, c'est quelle est la fréquence de ce qu'on a déjà connu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces difficultés d'acheminement, l'impact, il est aussi sociétal et économique. Parce qu'il faut bien imaginer que la voie aérienne n'a pas le même coût que le transport par la voie fluviale. Il va y avoir aussi des problèmes de gestion de ressources en eau potable, c'est des choses que l'on connaît déjà à l'heure actuelle, notamment sur tout ce qui est la remontée du front salin. Si on prend l'exemple de la Comté, où on a la station de la GDE qui est juste derrière le pont de la Comté, on a déjà connu en période de sécheresse que le front salin remonte jusqu'au niveau de la station de pompage. Et là, ça pose des problèmes en termes d'alimentation d'eau potable. La question qui reste, c'est dans le futur, quelle sera la fréquence de cette remontée du front salin. Les conséquences aussi sur la gestion de l'agriculture, la biodiversité des forêts, c'est toutes des pistes qu'il faut continuer de vraiment analyser l'impact à ces échelles-là. Et ensuite, là on l'a déjà dit, mais c'est l'intensification des milieux chauds, donc on va avoir la climatisation qui sera nécessaire. Et il y aura aussi un autre secteur qu'on n'a pas trop développé, c'est le secteur sur la santé. L'élévation de la température dans des milieux qui sont très humides, on peut avoir ce qu'on appelle un risque d'hyperthermie. Et ça, ce risque d'hyperthermie est un risque qui est très réel, dans lequel Météo France, l'école de Météo France travaille dessus, et qui potentiellement pourrait arriver sur le futur. Donc, certes, je finis sur des impacts qui ne sont peut-être pas très joyeux, mais qui sont réels, donc il faut en avoir connaissance. En termes de perspective, nous, ce que l'on souhaite faire, c'est continuer ces différentes études, puisqu'en comme je vous ai présenté, c'est un premier socle. Et également aussi, et c'est ça ce qui est important, c'est qu'il y ait une co-construction avec les élus locaux et qu'il y ait vraiment une prise en compte de la part des élus locaux, de l'ensemble de ces impacts qui peuvent toucher la Guyane, pour pouvoir essayer d'anticiper au maximum les conséquences que l'on connaîtra pour les autres. Merci. Est-ce que vous avez des questions ?
François se plaint d'avoir plombé l'ambiance, mais tout va bien. Merci en tout cas à vous quatre pour cette présentation assez claire et très précise. Donc c'est le joyeux moment des questions-réponses. Si vous en avez, je vous invite à prendre la parole en levant la main. On fait circuler le micro, donc n'hésitez pas. On a une première question là-bas, on vous écoute. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir si dans vos modèles, vous avez étudié au niveau du littoral les égouts qui viennent de l'Amazonie et les envasements. Est-ce qu'ils en font partie de vos modèles ou c'est négligeable? Alors, sur les vases, les niveaux d'eau, la dynamique des bancs de vases, on n'a pas rentré dedans, donc c'est les vases qui viennent de l'Amazone et qui migrent le long du littoral jusqu'au Venezuela. Le niveau d'eau, il n'est pas directement corrélé avec ces bancs de vases. Donc, indirectement, oui, on a pris en compte. Et ce qu'il faut savoir, et c'est là où il y a un peu comment dire, pas la limite, mais une piste encore d'amélioration, c'est sur les phénomènes d'érosion. On pourrait se dire, bon, ben voilà, on a une diminution d'énergie au niveau des vagues, donc on va avoir moins de phénomènes d'érosion sur les plages. Et ça, c'est direct. Les phénomènes d'érosion, c'est des phénomènes qui sont complexes à l'échelle régulière, qui sont directement reliés avec la migration des bancs de vase. Et à l'heure actuelle, il y a énormément, et c'est encore des projets de recherche sur le fonctionnement de ces bancs de vase. Alors, on connaît déjà beaucoup de choses, on pourrait en parler, mais c'est pas le but là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est qu'on s'est intéressé surtout au pôle du Nord. Les migrations des bancs de vase peuvent être au niveau des hauts de l'Est, et c'est ce qui reste encore en tout cas à affiner à l'échelle du littoral, et on peut pas, on peut pas faire une corrélation rapide entre une diminution de l'énergie des vagues et donc l'érosion. Et je ne rentre pas dans le détail sur l'érosion, à part si vous le souhaitez, mais les bancs de vase sont directement liés. Les bancs de vase permettent d'atténuer la houle incidente et permettent de protéger les blocs situés derrière contre les phénomènes d'érosion. Très bonne réponse. Merci François. D'autres questions peut-être? Oui. Merci pour votre présentation. Moi j'aurais plusieurs questions. Une première sur la représentation. Donc, si j'ai bien compris, on s'attend à en moyenne 25 cm d'élévation. Une idée de ce que ça correspond. Où ça nous amènerait l'eau sur Kourou. Vous avez montré les cartes de Cayenne, mais Kourou est surtout sur la partie de l'isolance qui a eu pas mal de difficultés avec les vagues qui sont arrivées jusque dans le village amérindien. Et je sais pas si je m'en remercie. Alors c'est dommage, j'ai pas la carte de Kourou en entier, j'ai fait qu'un petit zoom, c'était sur la zone d'intérêt, mais bon, je peux quand même répondre à la question comme on a pris l'emprise de Kourou, elle prend aussi l'avenue de Lens. En fait, la conclusion générale qu'on a fait sur le cahier, la première conclusion générale, de dire que les zones exposées aux submersions chroniques, donc c'est donc les zones basses qui sont inférieures au niveau maximum, qui prend en compte l'élévation du niveau d'eau, donc ce que vous avez dit, plus la marée. En fait, c'est pas les zones qui sont proches du littoral qui sont les premières exposées. Et donc, au niveau de l'avenue de Lens, pour la submersion chronique, que de la submersion chronique. Alors, je ne parle pas de la submersion marine, je ne parle pas des paquets de mer, c'est différent. Donc, que sur la submersion chronique, donc c'était élévation du niveau marin, les zones de Lens ne sont pas les plus exposées, ne sont pas les zones qui sont les plus solides. C'est pareil pour les zones rocheuses, donc c'est un peu plus logique en première approche. Les zones rocheuses, c'est pareil. Les zones qui sont vraiment les plus exposées sont celles qui sont le long des canaux et au niveau des crêperies, donc proche de la mangrove, au niveau de tout ce qui est la crique fouillée, etc. Et pour Kourou, c'est celles qui sont un peu plus en bas. Bonsoir, c'est bon. Bonsoir, merci pour la présentation. J'avais une question concernant le modèle 8.5 avec l'augmentation à 36 degrés max de température.
Est-ce que... Comment? Ouais, 36 degrés max de température. Est-ce que les humains pourront vivre en Guyane avec 90% d'humidité, 36 degrés, sachant qu'il y a une diminution des précipitations? Est-ce que aussi l'humidité globale va descendre? Voilà. Quelle est la condition de vie des humains dans ce type de conditions à l'avenir, s'il vous plaît? Je ne vois pas qui me pose une question aussi compliquée. C'est là. D'accord. Merci. Donc, la probabilité qu'on observe une température de 36 degrés avec une humidité de 80%, elle est quand même assez faible. En fait, les courbes au cours d'une journée, au lever du jour, on a une humidité qui est à 100%, une température qui actuellement est autour de 23 à 24 degrés. Au fur et à mesure de la journée, la courbe de température monte jusqu'à 14-15 heures. Et inversement, et ça c'est une chance, la courbe d'humidité, elle suit une courbe inverse et elle descend. Par exemple, de mémoire, Maripasoula, une des communes les plus chaudes de Guyane, on a eu des pics à 37, 37,5, mais ces pics de température étaient associés à une humidité qui en fait était très basse, autour de 25 à 30%. Et on s'approchait de la zone assez inconfortable, le ressenti humain, hein, mais on restait quand même dans une zone supportable. Donc, à mon avis, il faudra plutôt être prudent sur des journées à inverse. On aura une température qui pourrait être autour de 28-30 degrés après une inverse, et par contre, l'humidité après l'inverse, elle est très haute. Et avant qu'elle redescende, là, on aura peut-être des périodes d'inconfort. Mais toute cette partie sur température, humidité, c'est vraiment un sujet qui reste à étudier. Il n'y a pas encore de projection sur l'humidité dans le climat guyanais du futur, mais pour l'instant, le risque n'est pas forcément le plus conséquent, mais c'est vraiment la santé humaine dans le climat du futur avec la notion d'humidité, c'est quelque chose d'important. La bonne nouvelle qui pourrait atténuer cela, sur la zone littorale, c'est l'augmentation des alizés. Avec des alizés un peu plus forts, le confort thermique sera augmenté. Voilà. Bonsoir, ici, en face de vous. J'ai une question complémentaire au monsieur. En fait, ça concerne surtout les poussières sahariennes qui aussi pourraient perturber un petit peu la qualité du climat et de l'atmosphère, surtout, pas du climat mais de l'atmosphère en Guyane. Donc, je voulais voir s'il y avait une coïncidence avec les futurs scénarios. Est-ce que la qualité de l'air en Guyane a tendance à se dégrader selon ce que vous dites au niveau de l'humidité et des autres composantes? D'accord. François a dit que cette étude était un premier socle de connaissances et que des études ultérieures viendraient. Dans le domaine des brumes de poussière, on est complètement dans cet exemple. Hein. Mais ce qu'on observe actuellement, la plus grande occurrence de brumes de poussière sur l'année, c'est pendant la période du mois de mars, le petit été de mars, la période où la ZCIT évolue le plus au sud. Comme on prévoit des petits étés de mars qui en fait pourraient s'allonger, s'étendre de février à mars, si on conclut facilement, on dirait vite que les épisodes de brume de poussière seront plus fréquents avec une ZCIT qui est plus souvent au sud de la Guyane, parce qu'en fait les brumes de poussière, on les observe quand la ZCIT est au sud de la Guyane. Donc on peut conclure rapidement en disant que les brumes de poussière seront plus fréquentes à l'avenir, mais c'est une conclusion trop rapide. Des études complémentaires à ce propos restent à faire. Voilà. Oui, bonsoir. Merci pour le restitué que vous avez fait, qui est aussi très pédagogique, puisque même moi qui ne suis pas du tout expert, j'ai tout compris. Donc merci pour ça, pour l'accessibilité des données. J'avais une première question, mais qui est peut-être prématurée, c'est parce que je ne sais pas si vous avez fait ce travail de restitution, j'ai entendu que vous aviez des restitutions à faire, notamment au niveau des élus. Et si vous l'avez déjà fait, est-ce que vous avez des ressentis ou comment ça s'est passé? Évidemment aussi au niveau des services de l'État, puisque les services de l'État sont fortement concernés aussi par ces études.
mais j'imagine que peut-être que c'est prématuré. Par contre, autre question, est-ce que ces données qui ont quand même des scénarios bien avancés, est-ce que c'est prévu de les faire rapidement au niveau des documents d'urbanisme locaux, c'est-à-dire les PPRI, c'est-à-dire les risques d'inondation, ou même le schéma d'aménagement de la Guyane? Est-ce qu'on peut déjà commencer à intégrer ces données-là dans les schémas d'aménagement? Et là, je vais glisser directement, où par exemple il y a des projets côtiers qui sont encore en projet en ce moment. On est en train d'aménager, pas loin d'ici, un site pour produire de l'énergie. Par exemple, est-ce que vos données pourraient venir interférer ou influencer ce type de projet? Parce que quand même, l'eau va monter, quoi. Voilà, merci. Donc, il y a 3 questions. Je vais répondre à la première. Donc, oui, est-ce qu'on est allé voir les élus, les collectivités, l'État? Alors, l'État est quand même l'un des financeurs principaux, c'est même le financeur principal, c'est la DGTN. Donc oui, ils ont suivi l'ensemble du suivi du projet, donc les services de l'État sont au courant, sont en fait, etc. Les élus, ce matin, on a fait une restitution ce matin au niveau de l'Observatoire des communes, sur lequel plusieurs élus étaient invités. Et malheureusement, il faut quand même, il y avait quelques élus, mais pas autant que l'on espérait et que l'on souhaitait. Donc on va continuer ce travail-là, et c'est prévu avec tout un plan de communication qui viendra par la suite pour pouvoir les toucher et pour pouvoir discuter. La deuxième question qui était de dire est-ce que les résultats de cette étude peuvent être intégrés dans les PPRL, PPRI ou PPRN au sens général, donc les plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques d'inondation ou plans de prévention des risques électoraux? La réponse est oui. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette étude. C'est vraiment d'avoir réalisé une descente d'échelle pour que toutes ces données puissent être intégrées à l'heure actuelle dans les plans de réglementation, ou même d'ailleurs il y a la loi climat et résilience là, actuellement qui est sortie, et dans laquelle il y a 3 communes qui ont rattaché pour le moment cette loi climat et résilience, et typiquement ce type de données peut servir à alimenter les futures études dans le cadre de cette loi et dans le cadre des plans de prévention. La troisième question, c'est celle sur la centrale du Marigot. Donc, clairement, on n'a pas... l'exercice qu'on a fait là, on l'a fait surtout sur la MNT de Cayenne. La centrale de Marigot était au niveau sur la commune de Matoury, elle était un petit peu plus au-dessus. Donc on n'a pas cartographié dans le cadre de cette étude. Par contre, c'est vrai qu'on est dans la continuité, donc on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait un impact sur cette zone-là. Tout ce que je peux vous dire, nous, c'est qu'à notre échelle, après, la balle n'est plus dans notre camp. L'idée est vraiment, voilà, on pose des bases, on pose des projections, nos résultats sont sur nos projections, et après, c'est une histoire politique. Et là c'est complètement pas du tout mon champ de compétences. Donc, si je peux répondre que simplement comme ça, c'est on fournit les résultats des projections, on pose un certain cadre, mais on ne pourra pas Bonsoir. On comprend que ces questions de réchauffement climatique sont aujourd'hui principalement dues à des effets anthropiques. Mais il me semble que la Terre a déjà connu des épisodes de réchauffement et aussi des épisodes de glaciation. Est-ce qu'on peut imaginer que derrière les tendances actuelles, on retrouve aussi une phase de glaciation? J'y vais, et puis si tu veux compléter. Alors, c'est toujours délicat de parler de ça, parce qu'en fait, la différence qu'il y a entre ce qu'on vit maintenant et ce qui a été vécu dans le passé, c'est la cinétique du processus et à quel point ça va vite, cette augmentation des températures. Sur la qualité, sur l'aspect anthropique, il y a peu de doute. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun doute, à vrai dire. C'est qu'on fait vraiment des tests de sensibilité, on fait des expériences, on a énormément de preuves qui convergent toutes vers la même raison qui est l'augmentation des gaz à effet de serre, et on comprend très bien les mécanismes.
Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est les rétroactions, les mécanismes un peu plus compliqués. Après, est-ce qu'il y aura de nouveau une période de glaciation? En fait, ce qui se passe, c'est que ces grandes périodes de glaciation, déglaciation, dont la dernière elle date il y a 14 000 ans, en fait, il y a une grande déglaciation, et à l'époque, le niveau de la mer, il était plus d'une centaine de mètres, en fait, plus bas que... plus bas, plus haut, plus bas, voilà, par rapport. Donc c'était très différent, mais en fait on les comprend assez bien, ces périodes de glaciation, déglaciation, c'est dû en fait à la position de la Terre par rapport au Soleil, donc c'est purement lié à des paramètres orbitaux, et donc il n'y a pas de raison que ces paramètres orbitaux, enfin la Terre ne va pas s'arrêter de tourner autour du Soleil, donc en fait il y aura toujours des périodes plus chaudes et plus froides, mais c'est des très très grandes échelles de temps, et donc en fait là l'urgence on voit qu'elle est à des échelles de temps qui sont très courtes, donc finalement la Terre continuera à tourner et elle ne va pas s'arrêter. Mais c'est peut-être pour nous et pour la biosphère que ça va être plus problématique. Donc c'est dans ce sens-là qu'on se pose des questions sur le réchauffement climatique. Alors on va faire juste une dernière question. Deux dernières questions, parce qu'après il va falloir qu'on libère la place en fait. Vous pourrez toujours poursuivre les échanges dehors ou sur internet. Mais on vous écoute. Oui, bonsoir. Alors finalement, votre présentation est presque rassurante. Parce que je craignais le pire. D'ailleurs, il y a une association qui a un an avait fait une campagne de pub pour dire la Guyane inhabitable en 2050. Et ce n'est pas ce que vous dites. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du soir, pour le général. Donc si j'ai bien compris, à part le scénario Armageddon plus de 2 mètres, hautement improbable, on est sur une augmentation de 50 cm. 50 à 80 cm à l'an 2100. Donc, en fait, il suffirait de s'éloigner du littoral. C'est d'ailleurs une réflexion qui a été menée par la municipalité d'Henri-Mapo, puisque le littoral d'Henri-Mapo est fortement menacé. Donc, en fait, en termes d'adaptabilité du corps de Homo sapiens, on ne sera pas en permanence à 37 degrés, si j'ai bien compris. Donc en fait, il faut faire des efforts au quotidien pour ne pas contribuer par notre mode de vie à l'amplification des émissions de gaz à effet de serre. Mais l'adaptation est possible et il nous reste à peu près 2-3 millénaires de bonheur, c'est bien ça? Bon, on va répondre à plusieurs voix, peut-être, hein, comme c'est la dernière question, on a chacun le droit de répondre à cette question. Je sais pas, chacun voit les choses un peu, chacun voit midi à sa porte, mais je crois que l'un des éléments qu'a montré François, et ça je pense que c'est, bon, je vais parler du niveau de la mer, mais c'est qu'en fait 2 mètres ça va être atteint, et ça c'est sûr. Et même si on prend le scénario le plus vertueux, qui est de toute façon on n'emprunte pas, 2 mètres ça va être atteint. Et 2 mètres pour s'adapter, déjà pour déplacer les populations, on a des tests, et en fait tant que les gens ils n'ont pas la mer à leur porte, ils ne veulent pas partir. Donc ça pose déjà un premier problème, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut attendre la catastrophe totale avant d'envisager de se déplacer, et se déplacer ça pose énormément de problèmes donc, qui sont sûrs, et donc ces 2 mètres, on peut en fait, sur cet objectif de 2 mètres, mais peut-être on peut avoir un objectif à 1,50 m, c'est si on est vertueux, ils arriveront tardivement, et si on ne l'est pas, ils arriveront assez vite. Ce qui nécessite en fait une adaptation qui est rapide, qui ne sera pas forcément bien pensée. Donc il y a aussi ces choses-là à avoir en tête, donc on peut se réjouir que de toute façon on se déplace, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc ça c'est pour le niveau de la mer. Après, pour les températures, peut-être que je te laisse parler. Bien, pour les 2000 ans de bonheur, il
y a quand même des choses à surveiller, particulièrement en Guyane. On peut se poser la question au niveau de la forêt. Comment elle va s'adapter à des températures qui pourraient prendre 2 à 3 degrés, des saisons sèches plus sévères, qui par exemple pourraient se répéter 1 à 2 années de suite. Et là, on aborde la théorie des points de basculement. Ça ne concerne pas que la Guyane, c'est plutôt l'Amazonie dans son ensemble. Comment, si jamais l'Amazonie commence à se déforester, peut-être dans sa partie sud, mais peut-être même ici aussi, sous l'effet du changement, est-ce que ça ne va pas interagir avec le climat? On sait que la forêt a tendance à fabriquer elle-même une partie de ses pluies. Donc est-ce que, là on est sur un point de basculement, est-ce que la dégradation progressive de la forêt ne va pas accentuer le réchauffement climatique, qui lui-même accentuerait la dégradation de la forêt? Donc il convient d'être prudent. Voilà. Ouais, je crois qu'il y a encore une question. Je pourrais répondre sur un voilà, mais je pense qu'il y a d'autres questions. Donc si, je sais pas, c'est toi qui. Ok, bon, bah. Oui, vous m'entendez? Oui. Merci de me permettre de poser une dernière question. C'est concernant les modèles que vous avez établis, concernant le littoral, donc essentiellement on se trouve l'ensemble de la grosse majorité de la population guyanaise. Est-ce que dans vos modèles, vous avez également intégré l'évolution des cultures? Parce qu'au-delà du trait de côte et de l'érosion, ce sont l'agriculture qui vont être, les agricultures qui vont être impactées. Et il ne fera pas simplement penser à reculer les habitations, mais également à nourrir cette population importante. Donc, est-ce que dans vos modèles, vous avez intégré également cette évolution des sols à une agriculture qui pourra nourrir l'ensemble de cette population qui non seulement devra se déplacer, veiller également à la qualité des eaux et envisager le futur de sa population? Bah, typiquement, c'est un peu ce que je disais au tout début, on ne peut pas répondre à toutes les questions liées à tous les impacts. Et là, l'idée encore premier, c'est de s'intéresser aux facteurs. Et là, on est sur typiquement une conséquence, et quel est l'impact sur la gestion de l'agriculture. Et ça, c'est les études qui restent à mener, avec aussi des spécialistes au sein de l'agriculture. Et ça, c'est typiquement la suite en termes d'études. Ça s'appuiera sur ces résultats-là, sur les résultats des facteurs. À partir de là, ça pourrait être décliné pour pouvoir répondre à votre question. Donc, dans le cadre de cette étude, encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est un premier socle de connaissances qui est fondamental pour pouvoir permettre de pouvoir approfondir et continuer les différents impacts beaucoup plus sectorialisés. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos questions. Je sais qu'il y en a pas mal d'autres, mais je vous invite à peut-être continuer malheureusement l'échange en off, parce que l'équipe du Café de la Gare nous prête gracieusement cette salle pour permettre cette présentation très intéressante, qui est vraiment, je pense, indispensable pour tout le monde, quand on se sent concerné par ces problématiques qui vont s'avérer de plus en plus présentes dans notre quotidien. En tout cas, merci beaucoup Patrick, Mauricio, Rémi, François, vraiment. Merci beaucoup au BRGM et à Météo.